Alors, merci Arnaud de ton intervention sur cette journée de conférence de presse sur l'état de la presse à Djibouti. Alors, RSF, c'est un organisme international qui fait un classement mondial sur l'évolution de l'état de la presse dans chaque pays du monde. Et Djibouti se classe souvent dans les derniers pelotons. Donc, ma question, Arnaud, c'est pourquoi vous placez dans votre analyse, pourquoi vous placez Djibouti dans les pelotons dans le dernier peloton, pourquoi il est toujours dans les 10 derniers, et est-ce que ces derniers temps, on a aussi une petite impression que il y a une certaine évolution parce que Djibouti gagne quelques places dans ces classements. Donc, la question que beaucoup de Djiboutiens se posent, c'est est-ce qu'il y a une amélioration sur l'état de la presse à Djibouti? Alors ça fait beaucoup de questions auxquelles Oui, il faut répondre en une seule question, mais je vais essayer d'être clair. Historiquement, si on regarde ce qui s'est passé en Afrique, mais ça vaut aussi pour ce qui s'est passé en Europe à partir du mouvement, on va dire, de libération des médias, à savoir l'émergence de médias privés plus indépendants qui vont contredire la voix officielle des médias publics qui étaient très alignés sur l'agenda des gouvernants jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Ça a été vrai dans une certaine mesure jusqu'à la fin des années 80 en Europe et d'ailleurs en France aussi. Ça a été particulièrement vrai après les mouvements d'indépendance et en Afrique aussi. C'est-à-dire que jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, le journalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec de l'indépendance, de l'investigation, ça n'existait quasiment pas ou peu. Euh, il y a eu à partir du début des années 90 un mouvement de libération, un mouvement qui allait aussi avec un mouvement de démocratisation dans certains pays africains et qui a ouvert la porte à d'autres voix, à d'autres médias, à des médias privés. Et à partir de là, le paysage médiatique s'est peu à peu structuré. Dans beaucoup de pays en Afrique, ça a permis l'émergence de médias qui ont commencé à avoir une approche très critique de la gouvernance en faisant des enquêtes sur la façon dont les politiques publiques étaient menées, sur la corruption, sur les problèmes sociétaux auxquels étaient confrontés les ressortissants des pays africains respectifs dans lesquels évoluaient ces journalistes et ces médias. Et il y a une poignée de pays, malheureusement, qui ont échappé à ce mouvement d'ouverture, je dirais. Et dans cette poignée de pays, il y a notamment Djibouti, qui n'a quasiment jamais connu un paysage médiatique ouvert, indépendant, critique, avec l'émergence de générations de journalistes qui se seraient succédés et qui auraient été en mesure d'installer une forme de journalisme indépendant dans leur pays. Donc Djibouti fait de ce point de vue un peu exception. Alors c'est pas le seul pays concerné par cette vague dans laquelle le pays malheureusement n'a pas pu s'inscrire. Il y en a d'autres. Il y a l'Érythrée voisine qui en fait partie, mais ça fait partie des rares exceptions. Et en fait, on assiste, parce que là, on remonte quand même au début des années 90, hein, donc il y a plus de 30 ans, 30-35 ans désormais, on assiste à une forme de sclérose qui s'est installée dans ces pays-là, qui ont malheureusement échappé à cette vague de libération de la parole et libération de la pratique de l'activité journalistique. Et malheureusement, Djibouti n'en est jamais sorti. Donc, ça explique en grande partie le fait que depuis qu'RSF établit son classement, à savoir depuis le début des années 2000, donc il y a un petit peu plus de 20 ans maintenant, Djibouti a toujours été mal classé parce qu'en fait, Djibouti n'a jamais connu une forme, je dirais, avancée de journalisme indépendant dans lesquels les journalistes pouvaient aller faire leurs reportages, critiquer les gouvernants, critiquer les politiques publiques sans crainte de représailles. Ça a plus ou moins toujours été vrai depuis que RSF établit son classement. Moi, je suis arrivé à Reporters sans frontières en 2017-2018 et j'ai commencé à travailler en tant que responsable du bureau Afrique
sur la situation des pays en Afrique en matière de liberté de la presse. Ça veut dire quoi, la liberté de la presse? Ça veut dire la capacité qu'ont les journalistes à pouvoir rapporter des informations d'intérêt public, c'est-à-dire qui intéressent la société, qui sont intéressantes, sans crainte de menaces, de représailles, de se retrouver en prison, d'être arrêté, ou pire parfois même d'être tué ou que leur journal soit censuré. Et ben, quand j'ai commencé à travailler à RSF, la situation de Djibouti, je la connaissais mal, j'ai appris à la connaître, j'ai essayé de la documenter, j'ai essayé d'enquêter, de travailler avec des sources, et j'ai constaté que effectivement, c'était un pays dans lequel il était pratiquement impossible de faire de l'information. Pour être journaliste à Djibouti, il faut être une sorte euh, euh, de héros, ou en tout cas de quelqu'un qui me place vraiment l'intérêt général devant son intérêt particulier. Il n'y a aucun intérêt, ni pécunier, ni financier, ni en termes de notoriété, qui justifie aujourd'hui pour quelqu'un de prendre le risque à Djibouti de devenir journaliste compte tenu du niveau extrêmement fort de représailles et de répression dont on peut faire l'objet. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit par un paysage médiatique qui est complètement verrouillé. Il y a quelques médias d'État qui sont sous contrôle, qui publient de l'information officielle, mais qui ne publient pas de l'information critique, donc qui n'exercent pas le rôle de quatrième pouvoir qui est dévolu à la presse. La presse, c'est pas juste des fauteurs de troubles, c'est pas juste des gens qui sont dans l'opposition, comme on les dépeint parfois. C'est des gens qui sont censés contrôler l'action publique, qui sont aussi censés contrôler l'action privée et faire en sorte que les gens soient tenus informés des choses qui se passent et qui vont pas dans le bon sens. C'est ça le rôle de la presse. C'est un contre-pouvoir. Et c'est un contre-pouvoir extrêmement utile, puisque si vous détenez le pouvoir seul et que vous faites comme bon vous semble, en général, ça donne lieu à pas mal de dérives. Et à Djibouti, la situation que j'ai constatée quand je suis arrivé à RSF en tant que responsable du bureau Afrique à partir de 2018, c'est que la situation était complètement verrouillée et que les rares personnes qui osaient encore fournir de l'information de manière indépendante, aller faire des reportages sur des inondations, aller faire des reportages sur des opérations financières, sur des acquisitions de biens immobiliers, etc. Ce sont des gens qui ont pris énormément de risques, qui prennent énormément de risques, au péril souvent de leur liberté ou de leur intégrité physique, ou parfois de menaces visant directement leur famille. Donc on a documenté comme ça au cours des années, en 2018, 2019, 2020, 2021, etc., toute une série d'atteintes aux journalistes, rares journalistes à Djibouti, dont La Voix de Djibouti est un peu l'emblème, ou en tout cas la vitrine. On a assisté à toute une série d'attaques qui ont culminé par des arrestations parfois en série, avec des gens qui travaillent dans la clandestinité juste pour produire de l'information d'intérêt public. Donc la situation, elle est très sérieuse, elle est très grave. L'accès à l'information, il est très difficile quand on est djiboutien. On est soumis soit aux réseaux sociaux dans lesquels circulent de la communication, de la propagande, des théories du complot, de temps en temps des informations, mais qui sont noyées dans tout ce maelstrom de contenu qui n'est pas forcément informatif, des médias officiels qui relayent la parole d'évangile de l'État, et quelques rares personnes, quelques rares voix qui se font entendre et qui tentent de se faire entendre en essayant de documenter ce qui se passe. Je me souviens d'une interview donnée par le président Ismaël Omar Guelleh, qui faut-il le rappeler dans cette assemblée, je pense que c'est inutile, mais qui est au pouvoir depuis plus de quasiment 25 ans. Faut-il rappeler que dans une interview il y a quelques années, il traitait les rares journalistes qui contribuaient à La Voix de Djibouti, qui est encore une fois l'une des rares vitrines de la presse qui tente de faire de l'information à Djibouti, d'analphabètes. Manière, dans une interview,
de les discréditer. Alors je crois, je sais plus quelle était la formule exacte, mais c'était des analphabètes de l'opposition. Enfin, en gros, c'était pour dire ces gens-là ne sont pas sérieux, ce sont nos opposants, et en plus ils sont analphabètes, illettrés. C'est faux. C'est la fierté de la société civile djiboutienne, ces gens-là. Ce sont des gens qui se battent, encore une fois, sans rien gagner en retour. Ce sont des gens qui mettent en péril leur intégrité physique, leur liberté pour l'information. Ce sont des gens qui sont condamnés à être extrêmement discrets, qui parfois mettent en péril l'intégrité physique d'eux-mêmes, mais aussi de leur famille, pour faire de l'information. Ce sont des gens qui parfois ont été contraints à l'exil. Ça, je pense qu'il faut le rappeler. Il y a à Djibouti, et il y a encore à Djibouti, des gens courageux qui font œuvre de résistance et qui... il ne s'agit pas de savoir si on est pour Ismaël Omar Guelleh ou si on est contre sa politique, ça n'a pas beaucoup. Il s'agit de savoir est-ce qu'on est en mesure de pouvoir critiquer cette politique, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir aller faire un reportage sur des inondations. C'est ça l'enjeu. Et la façon dont le président djiboutien a eu d'interview était proprement scandaleuse. Le travail de gens qui sont extrêmement physiques, qui sont parfois, encore une fois, condamnés à l'exil, avait quelque chose d'assez révélateur sur l'état de la liberté de la presse dans ce pays et de la vision qu'ont ces personnalités politiques omnipotentes qui sont dépositaires d'absolument tous les pouvoirs depuis parfois des dizaines d'années. Donc, moi, le message que je voudrais faire passer lors de cette conférence, c'est je souhaite vivement que la voix de Djibouti fasse des petits et qu'il y ait demain, même si c'est un petit pays, Djibouti. D'ailleurs, Ismaël Omar Guelleh, je me rappelle de cette interview, faisait mention de l'étroitesse du marché publicitaire pour justifier le fait qu'il n'y avait absolument aucun média indépendant dans ce pays. La vérité, c'est que même à Djibouti, même dans un marché publicitaire qui peut être un peu étroit, il y a de la place pour des médias indépendants, pour peu qu'on leur laisse le soin d'exister et de prospérer, là où à Djibouti, malheureusement, ils sont réprimés. Donc le message pour conclure que j'aimerais faire passer, c'est j'espère que la voix de Djibouti, qui est un modèle de résistance en matière d'information qui n'est pas parfait. C'est un média qui se structure, qui avance, qui se développe et qui apprend aussi de ses erreurs, qui évolue dans un contexte extrêmement difficile. Mais c'est un média qui a le mérite d'exister et qui a le mérite de porter une voix qui est importante, je pense, dans le débat public sur place et qui continue à se développer, continue à avoir la possibilité de se développer en ligne, de se développer au format télé comme ils l'ont fait brillamment ces dernières années, avec le soutien de Reporters sans frontières. Ce n'est évidemment pas un secret. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que la voix de Djibouti fasse des petits, fasse des émules, et que les médias prospèrent à Djibouti de manière à ce qu'il y ait un débat public qui soit pluriel, qui soit indépendant, et qui puisse permettre aux populations locales de s'informer. C'est une condition sine qua non, j'allais dire du développement, mais c'est même pas un terme auquel je souscris, parce que c'est un terme très nord-sud, c'est une condition sine qua non de la réalisation de l'humanité. On peut pas se développer sans être bien informé. La place du journalisme aujourd'hui, elle est mise en péril par tout un tas de phénomènes. Quand des gens sur des générations entières n'en ont quasiment pas connu parce que le journalisme n'a jamais pu s'y développer, mais c'est l'équivalent d'une catastrophe humanitaire du point de vue intellectuel. Donc il est hyper important que la résilience des médias qui tentent de faire de l'information à Djibouti soit soutenue. C'est le travail de Reporters sans frontières et c'est le travail, je pense, de tous ceux qui sont engagés pour la défense du droit à l'information fiable, indépendante, libre et plurielle. Merci Arnaud. Il y a Alexis Dessoif qui nous rejoint. Merci Maître. Voilà, bonjour, je vous entends bien. Bonjour merci à toutes et à tous. Un peu de temps, tu nous avais dit, entre deux réunions, si j'ai bien compris. Donc, merci. Oui, en fait, je suis à un colloque sur la Palestine et sur Gaza.
c'est la pause et je dois faire les remarques conclusives du congrès. Donc, j'ai quelques minutes avec vous, malheureusement pas plus, mais ça me fait plaisir d'être parmi vous pour parler de Djibouti, un pays qui me tient à cœur depuis que j'ai pu, avec la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, y faire une mission avec la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, et où je suis venu à Djibouti, donc c'était il y a 1 an. On se souvient, Maître Alexis, que vous êtes rentré à Djibouti, mais vous avez été rapidement expulsé. Donc, vous pouvez aujourd'hui, je pense, avec votre expérience, témoigner la situation des droits de l'homme dans le cas général, mais aussi, je pense, la liberté de la presse, qui est aussi un droit fondamental, le droit d'avoir accès à l'information. Je pense que il y a, comme tous les droits humains, les droits à l'information à Djibouti n'existaient pas. Et je pense que vous pouvez nous dire quelques mots. Qu'est-ce que vous avez, la situation que vous avez rencontrée lorsque vous êtes arrivé à Djibouti, et surtout derrière aussi, il y a aussi des cas. Je pense que vous êtes l'avocat, que vous suivez leur affaire. Le cas de personnes qui sont rentrées à Djibouti, qui ont été détenues pendant, on va dire, 2 semaines, 3 semaines, et qui ont été, on va dire, maltraités, et qu'on leur a remis ensuite dans l'avion, alors qu'ils n'ont absolument pas vu leur famille, parce qu'ils voulaient visiter leur famille à Djibouti après tant d'années à l'exil. Donc, je vous laisse la parole sur ces cas et ce que vous avez vécu aussi à Djibouti. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, effectivement, sur le premier point, la FIDH, donc la Fédération internationale pour les droits humains, qui regroupe 188 organisations de défense des droits humains dans le monde, dont la Ligue djiboutienne de défense des droits de l'homme, qui nous avait demandé de venir à Djibouti pour y mener une mission qui devait durer 1 semaine, sur justement voir comment la société civile, les organisations de défense des droits humains, les médias, les journalistes, les syndicats, les opposants politiques peuvent évoluer dans le contexte actuel de Djibouti. Sous ce pouvoir autoritaire du président qui en est à son 5e mandat. Nous avons pu entrer légalement à Djibouti. On en avait demandé l'autorisation, on a obtenu l'autorisation, mais visiblement les intentions du pouvoir avaient changé. Et ce que nous avons pu constater, personnellement, moi j'ai passé 2 jours à Djibouti, c'est que avec mon ami Maître Zakaria, qui est aussi vice-président de la FIDH, c'est que on a très rapidement fait l'objet de mesures de filature. Pour moi, c'était une première. Pour Zakaria, c'était son quotidien. De se rendre compte que lors de nos déplacements dans Djibouti, pour aller rencontrer tel représentant des Nations Unies, pour aller rencontrer tel syndicaliste, pour rencontrer tel opposant politique, eh bien, nous étions suivis par les services de renseignement. Et au bout de 2 jours, j'ai effectivement été arrêté à mon hôtel, où j'ai eu 5 minutes pour faire mes bagages, et j'ai été conduit manu militari à l'aéroport pour être mis dans le premier avion sans mon passeport, sans mes affaires, sans toutes mes affaires. Ce qui était par l'absurde finalement démontré, alors qu'on venait documenter et voir comment étaient traités les défenseurs des droits humains, les autorités djiboutiennes, par l'absurde, m'ont appliqué le traitement qu'ils réservent aux défenseurs des droits humains à Djibouti. Et donc finalement, je dois dire merci aux autorités djiboutiennes parce qu'elles m'ont montré ce que je venais justement étudier, voir, pour le documenter. Ils me l'ont montré en l'appliquant sur ma personne. Alors, moi, évidemment, je ne cours pas de risque. J'avais ce passeport européen qui permet que tout ce que j'ai risqué, c'est d'être mis sur l'avion et d'être expulsé. Mais j'ai évidemment une pensée pour ces défenseurs des droits humains ou pour des journalistes ou pour des opposants ou des réfugiés qui, par exemple, ont la double nationalité maintenant et reviennent voir leur famille. C'est le deuxième. Quand ils se font arrêter, c'est pas comme moi pour être conduit à l'aéroport, mais c'est pour être mis en cellule, c'est pour être torturé, c'est pour être privé de voir leur famille et qui prennent des risques pour finalement faire ce qui est des droits fondamentaux, l'exercice de leurs droits fondamentaux, notamment la liberté d'association, le droit à la liberté d'expression,
le droit de s'organiser en syndicat, le droit d'informer pour les journalistes qui essayent de faire leur travail. Et la voix de Djibouti est effectivement indispensable par rapport à ça. Et effectivement, j'interviens comme avocat pour des Belgo-Djiboutiens qui sont rentrés au pays, qui ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport et qui ont été mis au secret pendant une semaine, questionnés sur qu'est-ce qu'ils faisaient en Europe, leur rôle politique, est-ce qu'ils portaient atteinte aux intérêts de l'État djiboutien, etc., etc., avec des conditions de détention absolument indignes, équivalentes à de la torture, un sac sur la tête, les yeux bandés pendant la période d'enfermement, des descriptions des mauvais traitements terriblement impressionnants. Nous avons d'ailleurs saisi les instances onusiennes et nous attendons que les instances onusiennes confrontent Djibouti, la République de Djibouti, face à ces manquements aux conventions qu'elle a elle-même signées, qu'elle a ratifiées. Et donc Djibouti a effectivement adopté et ratifié une série de conventions internationales, mais qu'il viole allègrement envers tout discours dissonant qui ne lui plaît pas. Et ça, évidemment, à la FIDH, aux côtés de notre organisation membre, on le dénonce avec force. Nous souhaitons pouvoir porter cette parole vers l'extérieur, vers les Nations Unies, et de voir comment on peut agir pour renforcer le travail et protéger nos amis qui travaillent pour la défense des droits humains à Djibouti, ou les journalistes qui travaillent pour diffuser l'information, souvent en exil depuis l'étranger, comme c'est le cas, par exemple, pour beaucoup de journalistes qui travaillent pour la Voix de Djibouti, parce que dans leur pays, ils courraient des risques pour leur sécurité, leur liberté, voire pour leur vie. Et effectivement, le rôle d'un média comme la Voix de Djibouti est évidemment essentiel pour faire connaître cela, parce que il n'y a pas de médias indépendants sur la place à Djibouti. Et donc, le rôle de la Voix de Djibouti est d'autant plus important pour pouvoir continuer à avoir cette information sur la réalité, plutôt que sur la manière dont les autorités veulent faire sortir l'information. Et tout ça, et ce sera mon dernier point, tout ça avec une complicité des États occidentaux. On connaît l'intérêt stratégique de Djibouti pour les pays occidentaux. Il suffit de compter et de faire l'inventaire des bases militaires qu'il y a à Djibouti pour comprendre que finalement ce pouvoir se sait intouchable et peut agir en toute impunité parce que les intérêts géopolitiques des puissances occidentales et des États-Unis sont tels que ces pays-là ont besoin de Djibouti pour leurs bases militaires et donc finalement à carte blanche pour réprimer, pour poursuivre, pour enfermer toute voix discordante qui critiquerait le régime. Je voulais juste ajouter, Maître Alexis, que vous êtes vice-président de FIDH, Maître Zakaria, mais en fait, sur l'événement de votre arrivée à Djibouti, vous étiez deux, vous êtes rentrés, 2 jours vous êtes restés, après derrière, vous avez été arrêté, expulsé, mais il y avait également votre collaboratrice qui devait, elle, arriver à Djibouti, qui, elle, n'a même pas eu le temps de descendre de l'avion et qu'elle a été rapidement expulsée, elle aussi. Voilà, effectivement, la juriste de la FIDH a été arrêtée à sa descente d'avion. Elle est arrivée 24 heures après moi. Elle a été tout de suite arrêtée à la descente d'avion et remis manu militari dans l'avion avec une certaine force et violence. Ce qui montre aussi que nous faisons face à un pouvoir qui veut cacher la réalité du terrain en empêchant une mission de la Fédération internationale pour les droits humains, en les renvoyant. Et finalement, ils nous ont montré le vrai visage qu'on peut donc dénoncer avec force. Mais il faut bien reconnaître que malheureusement, le message qu'on porte n'est pas entendu, par exemple, par les autorités françaises qui continuent de couvrir avec bienveillance les agissements de la dictature djiboutienne. Merci, Maître Alexis. Merci, Arnaud. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Oui, voilà, je vous entends et je vous salue tous. Je vais vous laisser parce que les travaux reprennent ici, mais je vous salue bien depuis Bruxelles et je vous dis à bientôt. Merci, maître. Merci, maître. Merci, Arnaud. Merci, merci Marmoud. Si je peux juste ajouter Oui, vas-y. un petit mot, c'est très intéressant ce qui vient d'être dit sur la situation de la répression sur place. Ça fait aussi écho au courage de ceux qui sont sur place et qui continuent à se battre sur place. Et je trouve que au cours des dernières semaines, ça m'évoque un sujet qui pour moi est important, qui est la transparence et l'intégrité de l'information. Vous avez aujourd'hui en France des gens dans un journal, pour ne pas le citer, le journal du dimanche qui a été racheté par Vincent Bolloré, qui signent des articles aux informations pas toujours vérifiées ou en tout cas douteuses sous pseudo. On ne sait pas qui les signe, on ne sait pas qui est le véritable auteur, les informations sont toujours un peu sensibles et on ne sait pas exactement qui se cache derrière. C'est une pratique qui est assez douteuse. Alors la signature sous pseudo à RSF, on n'est pas contre par principe, ça peut parfois servir à se protéger. Il y a parfois des situations dans lesquelles on n'a pas le choix, d'autres choix que de signer sous pseudo. Et puis vous avez à l'inverse, ailleurs dans le monde, des journalistes hyper courageux qui signent avec leur nom. J'ai rencontré la semaine dernière un journaliste haïtien qui signait sous son nom et qui a fini par être contraint à l'exil. Donc en termes d'intégrité de l'information, je crois qu'il faut aussi rendre hommage à ceux qui ont le courage de leurs actes, qui ont le courage de faire ce qu'ils font. Alors, ceux qui le font de manière clandestine, c'est souvent qu'ils n'ont pas le choix. Et il y en a aussi d'autres qui jouent avec l'éthique de l'information et l'intégrité de l'information et qui ne vont pas assumer de signer certains articles eu égard à la faiblesse des informations ou parfois de la désinformation qu'ils vont produire. Donc, c'est un enjeu global qui touche tous les pays. Et il faut vraiment rendre hommage à ceux qui ont encore le courage de tenter d'informer leur population. Et il y a encore, heureusement, mais pour combien de temps encore, des exemples à Djibouti. Donc vraiment le sens de mon intervention, c'est bravo à la voix de Djibouti, merci d'exister et en tout cas on fera tout pour que d'autres puissent faire du journalisme sur Djibouti, que ce soit avec la voix de Djibouti ou avec d'autres. Plus on est nombreux, plus le débat public gagne. Merci encore, Arnaud. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Marmoud, et merci à la voix de Djibouti. Merci. Au revoir. Au revoir.